Les 7 corbeaux. Dans un pays très loin d'ici, un homme et une femme vivaient avec leurs 7 fils. Dans cette contrée, comme dans bien d'autres, le chiffre 7 était considéré comme un porte-bonheur. Et les parents de cette nombreuse progéniture étaient en effet fort heureux. Mais ils auraient bien voulu aussi avoir une petite fille. Leurs 7 fils étaient de joyeux lurons, mais beaucoup trop turbulents à leur goût. C'est pourquoi les époux pensaient qu'une petite fille serait pour eux un repos. Un jour, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner tout espoir, la mère s'aperçut qu'elle était de nouveau enceinte. Le village tout entier participa à la longue attente, en espérant sincèrement que cette fois, les 7 garçons auraient enfin une sœur. Et le vœu de tous fut exaucé. Au cœur de l'été, la femme mit au monde une très petite fille, nettement plus menue que ses autres nouveau-nés. Mais cela ne suffit pas à ternir le bonheur ni la fierté des heureux parents, et pendant 2 jours, tous les habitants du village fêtèrent joyeusement l'événement. Hélas, ce bonheur tant attendu devait être de courte durée. Le médecin qui soignait la toute petite fille annonça aux époux que l'enfant était si chétive et de santé si fragile qu'il fallait craindre pour ses jours. Les pauvres parents étaient vraiment désespérés. « C'est trop injuste !» gémissait le père. « Nous désirions cet enfant plus que tout au monde. » Cependant, pour que leur petite fille puisse monter au ciel si jamais elle venait à mourir, ils décidèrent de faire baptiser celle-ci sans attendre. Le père décida alors d'envoyer son fils aîné à la source, afin d'y puiser l'eau pour le baptême. Mais les 6 autres garçons le supplièrent de leur accorder la permission d'accompagner leur frère. Comprenant la gravité de la situation, l'homme autorisa donc ses 7 fils à partir ensemble. Ces derniers, aussitôt, filèrent le plus vite qu'ils purent, chacun d'eux voulant arriver le premier à la source pour sauver sa petite sœur. Ils portaient 7 grandes cruches de terre qu'ils tenaient bien fermement sous le bras. Une fois parvenus à la source, ils commencèrent à se disputer. « Je suis l'aîné », déclara le plus âgé. « J'ai donc la priorité. » Il se vantait d'ailleurs toujours d'être le seul à qui leur père racontait un tas de secrets. « Et moi alors ?» s'écria le cadet. « Je suis le plus petit. J'aurai donc besoin de plus de temps pour remplir ma cruche. C'est pourquoi il faut que je commence le premier. Allez, ôte-toi de là !» Mais aucun des garnements ne voulait céder la première place. Ils se poussèrent tous l'un l'autre, échangèrent des coups de poing et de pied, puis s'arrachèrent mutuellement cheveux et vêtements en essayant toujours de remplir leur cruche. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Les 7 cruches se brisèrent l'une après l'autre. « Que faire maintenant ?» s'exclama le frère aîné. « Comment allons-nous pouvoir ramener de l'eau à la maison ?»« Sans eau, moi je ne rentre pas !» sanglota le cadet. Enfin calmés et tout contris, les 7 frères s'écroulèrent dans l'herbe où ils tentèrent de réfléchir. Cependant, à la maison, le père et la mère s'impatientaient. « Ces galopins se sont certainement mis à jouer en chemin !» gronda le père. « Ne comprennent-ils donc pas qu'ils mettent leur petite sœur en danger ?» Et comme après plusieurs heures, les 7 frères n'étaient toujours pas rentrés, le père finit par se fâcher. « Qu'ils soient tous maudits !» hurla-t-il hors de lui. « Ils mériteraient d'être transformés en corbeaux !» À peine eut-il prononcé ces mots qu'il entendit au-dessus de sa tête un battement d'ailes, et levant les yeux, il vit s'envoler 7 corbeaux noirs. Les jours passèrent, sans apporter de nouvelles des garçons. Les parents n'y comprenaient rien. Mais leur douleur fut en partie compensée par les progrès de leur petite fille. De fait, de jour en jour, celle-ci retrouva ses forces comme par miracle. Et au bout de quelques mois, le médecin jugea que ses visites étaient devenues superflues. « Votre petite fille est désormais en pleine forme », leur déclara-t-il un beau matin. « Elle grandira dans la joie et vous fera peut-être oublier la disparition de vos chers fils. » En effet, l'enfant devint bientôt une charmante fillette. Ses parents, désireux d'oublier le passé, ne lui avouèrent jamais qu'elle avait jadis eu 7 frères, ni qu'ils s'étaient mystérieusement volatilisés. Cependant, la gamine avait remarqué que 7 corbeaux noirs venaient souvent se percher sur une branche du grand arbre devant leur maison. Un jour, elle avait même demandé à son père pourquoi ces corbeaux leur semblaient si attachés. Mais ce dernier s'était contenté de répondre « Ces oiseaux sont malins, ils savent qu'ils trouveront toujours à manger ici. C'est pour cela qu'ils reviennent tout le temps. »
Le malheureux père, toutefois, savait pertinemment bien qu'il avait, plusieurs années auparavant, lancé une malédiction à ses fils dans un grand mouvement de colère. Et parce qu'il se sentait coupable, il avait soin de nourrir les corbeaux à tout hasard. Un jour, pourtant, les 7 oiseaux disparurent et personne ne les revit plus. La petite fille en fut vraiment triste, car ils étaient devenus ses meilleurs amis. Pendant des heures, elle se promenait désolée à travers le village, sans jamais participer aux ébats des autres enfants. Mais les grandes personnes qui toutes l'adoraient et souhaitaient la consoler lui racontaient souvent des histoires. C'est ainsi qu'elle entendit finalement parler de la troublante disparition de ses 7 frères aînés. Mais en même temps, elle apprit aussi autre chose. « En fait, c'est à cause de toi que tes frères ont ainsi disparu, » prétendit une vieille que l'âge avait rendue méchante. « Tu es peut-être fort jolie et gaie, mais sans toi, tes frères seraient toujours là. Tu es à l'origine de leur disparition. » Bouleversée, la gamine courut aussitôt demander à ses parents s'il avait bien eu des frères et ce qui leur était arrivé, et ils choisirent alors de lui dire la vérité. Mais la mère, qui était une femme très pieuse, se signa. « C'est Dieu qui a décidé de leur sort. Il avait certainement une bonne raison pour agir ainsi, dit-elle. » La fillette, néanmoins, désirait à tout prix se faire pardonner pour cette faute involontaire. Si les 7 corbeaux qui tournaient jadis autour de leur maison étaient bien ses 7 frères, il devait y avoir un moyen de leur restituer leur apparence humaine. Aussi, un matin, elle prit sa décision. Elle allait partir à la recherche des 7 corbeaux noirs dans l'espoir de pouvoir les ramener chez eux. Après avoir fait ses adieux à ses parents, elle se mit courageusement en route, n'emportant que l'anneau d'or de sa mère, un pain et un peu d'eau pour tout viatique. Pendant des jours et des jours, elle traversa des champs, des villages et des forêts. À tous les animaux qu'elle croisait, elle demandait « N'auriez-vous pas vu 7 corbeaux? Ils doivent avoir traversé ce bois car ils habitent bien quelque part. » Mais chaque fois, elle obtenait la même réponse. « Les corbeaux ne possèdent point de domicile. Le ciel tout entier est à eux. Pourquoi donc iraient-ils s'embarrasser d'un logis ?» De plus en plus, le doute assaillait la fillette. Reverrait-elle jamais ses pauvres frères? Pendant des semaines et des mois, elle erra ainsi à travers le pays, à tel point qu'à la fin, elle ne sut plus du tout où elle se trouvait. Horrifiée, elle se dit qu'elle ne retrouverait plus jamais son chemin pour rentrer chez elle. Mais un beau jour, elle aperçut une pancarte sur laquelle elle lut « Vers la maison du bout du monde ». « Ça alors !» s'exclama la petite fille. « Le bout du monde ! Suis-je donc si loin de chez moi ?» Bien sûr, elle avait souvent entendu parler du bout du monde, mais personne n'y était encore jamais arrivé. Suivant la direction indiquée, elle découvrit bientôt dans une clairière une très charmante maisonnette. « Il n'y a certainement personne dans ce logis, se dit-elle. Sinon, il y aurait de la fumée qui sortirait de la cheminée. Allons voir. » Doucement, sur la pointe des pieds, elle s'approcha de la maison et regarda par la fenêtre. Mais elle ne vit pas âme qui vive. Elle décida alors d'entrer et poussa la porte, qui s'ouvrit sans difficulté. À sa grande stupéfaction, la fillette découvrit à l'intérieur 6 tables, 6 chaises et un siège d'enfant. « Quelle grande famille !» songea-t-elle, toute heureuse de savoir qu'elle allait enfin pouvoir parler à des êtres humains. En effet, elle avait aussi remarqué 6 petits poêlons qui mijotaient doucement sur le feu. S'approchant de l'âtre, elle se chauffa les mains. Puis, elle se servit une louche du potage qu'elle trouva dans un grand chaudron suspendu dans la cheminée. « Les gens qui habitent ici ne m'en voudront certainement pas, se dit-elle pour se rassurer. Ensuite, avec impatience, elle attendit le retour des habitants du petit logis. Mais, après un certain temps, épuisée, elle finit par s'assoupir, un sourire aux lèvres et dormit jusqu'au matin. « Hurrah! Elle est éveillée !» entendit-elle lorsqu'elle ouvrit les paupières. La fillette se frotta les yeux. Elle vit alors 7 petites filles couchées dans 7 petits lits. « Mais qui êtes-vous » leur demanda-t-elle stupéfaite. « Nous sommes les enfants du bout du monde » répondit l'une des inconnues. « Et toi » interrogea une autre. La petite fille alors leur raconta tout, depuis le début jusqu'à la fin.
Elle parla de ses parents, de ses pauvres grands frères transformés en corbeaux et du but de son long voyage. « Si ce n'est que cela, nous pouvons t'aider », assura tranquillement l'une des fillettes. Et les autres approuvèrent d'un signe de tête. Puis elles renchérirent. « Nous connaissons fort bien ces corbeaux. Ils viennent déjeuner ici tous les matins et dévorent les restes du repas de la veille. Ce sont de vrais gloutons, mais ils sont si gentils. » Le cœur de la fillette se mit à battre violemment lorsqu'elle entendit cette bonne nouvelle. « Donc, si j'ai bien compris, vous croyez que... » balbutia-t-elle. Mais elle n'eut même pas le temps de poursuivre. Au dehors, de vigoureux croassements retentissaient. « Vite, levons-nous » s'écria l'aînée des filles. « Voilà déjà nos amis !» Les 7 sœurs s'habillèrent en vitesse et dressèrent les tables pour nourrir les corbeaux. « Entrez !» leur cria ensuite la cadette en ouvrant portes et fenêtres. « Et bon appétit !» Les 7 corbeaux noirs entrèrent en battant gaiement des ailes. Ils volèrent en tous sens à travers la pièce, en passant de chaise en chaise, et engloutirent tout ce que les fillettes leur avaient laissé. Encore bien meilleur qu'hier, se réjouit l'un d'eux. C'est vraiment délicieux. Ils se battirent bien un peu pour les derniers bouts de viande, mais sans se faire aucun mal. Leurs hôtesses étaient aux anges. Comme tu as pu le constater, nous aussi nous sommes 7, dit ensuite l'aînée des petites filles. Et nous avons chacune notre préférée. Et les 7 fillettes se mirent à caresser le beau plumage de leur corbeau favori qu'elles s'amusèrent à coiffer de bonnets à carreaux rouges. « Regarde, ils ne nous mordent pas !» ajouta une des gamines. Mais lorsque la nouvelle venue tendit prudemment la main pour flatter à son tour la tête noire d'un des corbeaux, celui-ci eut l'air étonné. « Hé, mais qui es-tu, toi? Nous ne te connaissons pas, ou alors ?» Le corbeau se mit à réfléchir. « Non, nous n'avons sans doute fait que te croiser. De toute manière, nous voyageons dans le monde entier. »« Mais moi, je vous connais bien !» annonça joyeusement la fillette. « Vous avez donc oublié le grand arbre devant la petite maison blanche ?» Les corbeaux levèrent un instant le nez de leurs assiettes pour mieux se souvenir. Finalement, l'un d'entre eux hocha la tête pensivement. « Maintenant que tu le dis, mes amis, ne vous rappelez-vous pas l'été dernier? Nous avons habité un moment dans un grand arbre, en effet. » Et les autres d'approuver. « Mais oui, c'était cet arbre vers lequel nous nous sentions irrésistiblement attirés. Le vent nous portait toujours dans la même direction. » « Exactement !» conclut un des oiseaux qui avait l'air d'être le chef des 6 autres. « Mais que veux-tu dire par là ?» ajouta-t-il en s'approchant de la petite fille d'un air curieux. « J'habitais à cet endroit, » lui expliqua celle-ci tout émue. « Mais un jour, vous avez disparu. Alors, je suis partie à votre recherche. » La fillette n'en dit pas plus, car elle voulait d'abord être sûre qu'il s'agissait bien des bons corbeaux. « Si c'est ainsi, sois la bienvenue !» lui déclara l'un des oiseaux. « En général, les humains préfèrent nous voir partir plutôt qu'arriver. Ils disent que nous sommes des animaux de mauvais augure. » Et ses compagnons ricanèrent tous en chœur. « Mais vous souvenez-vous du jour où vous êtes nés ?» tenta alors la fillette. « Réfléchissez bien. » Et elle attendit anxieusement. Hélas, les corbeaux répondirent « Non, aucune idée. En fait, il nous semble avoir toujours existé. Mais toi, pourquoi nous demandes-tu cela? » Parce que je suis à la recherche de mes 7 frères. Quelques jours après ma naissance, mon père, dans un accès de colère, a souhaité que ces garçons se transforment en corbeaux. Je me disais que, peut-être... À ces mots, les oiseaux éclatèrent d'un rire grinçant. « Ha ha! Quoi, quoi! Entendez-vous cette gamine? Nous sommes peut-être bien des frères, mais nous sommes des corbeaux. Et toi, tu n'en es pas un, que je sache. Nous ne pouvons donc pas être nés des mêmes parents. » L'oiseau avait évidemment raison. La fillette insista néanmoins. « Écoutez, je voudrais que vous tâchiez de vous rappeler le tout premier de vos souvenirs. »« Une source !» s'exclama alors un des corbeaux. « Une source avec de l'eau claire et pure. » La fillette ravie battit des mains. « Et toi, ne te souviens-tu de rien ?» demanda-t-elle à un autre. Celui-ci n'eut pas à réfléchir longtemps avant de répondre. «
la même chose. C'est normal puisque nous sommes inséparables. Depuis que nous sommes sur Terre, nous vivons ensemble. Nous n'avons jamais connu nos parents. » La fillette fut alors certaine d'avoir retrouvé ses frères. « Vous voyez bien !» s'écria-t-elle en prenant tendrement les corbeaux dans ses bras. Ceux-ci se mirent à pleurer d'émotion. « Nous n'en sommes pas plus avancés pour autant, » protesta cependant un des oiseaux. Mais il était temps d'aller dormir. La journée avait passé sans que personne ne s'en rende compte. La sœurette promit alors à ses frères « Demain, je vous expliquerai tout. Mais maintenant, allons au lit. » Et les 7 petites filles lui firent bien gentiment une place auprès d'elle, tout comme la nuit précédente. Très tôt, le lendemain, un des corbeaux vint éveiller la fillette. « Hé, debout! Il faut à présent que tu nous racontes tout. » La petite fille s'habilla en vitesse, puis elle s'installa sur un tabouret et commença son récit. Elle parla de sa naissance, de sa santé fragile, de l'eau qu'il avait fallu aller chercher à la source pour la baptiser, des cruches cassées dont elle avait retrouvé des tessons, et puis aussi de son chagrin. Enfin, elle sortit la bague de sa mère. « Quoi, quoi !» croassèrent ses noirs auditeurs. « Nous la reconnaissons, cette bague. Comme elle est brillante, nous adorons les objets qui brillent. Parfois même, nous ne pouvons résister à la tentation de les voler. »« Viens !» dit encore un des oiseaux. « Je vais te montrer quelque chose. Tu vas voir. » Et il conduisit sa sœur vers l'horloge. Là, il ouvrit la porte du meuble, en sortit un petit paquet et l'ouvrit du bout de son bec. La stupéfaction de la petite fille fut immense. « Mais, ce sont des pierres précieuses !» balbutia-t-elle. « Où donc les avez-vous trouvées ?»« Nous te l'avons dit, nous les avons volées !» expliqua le corbeau. Et en ricanant, il essaya d'arracher la bague de la main de la fillette. « Assez !» se rebiffa celle-ci. « Cette bague appartient à notre mère, car je suis certaine maintenant que vous êtes mes frères. »« Et alors ?» se moqua un des 7 corbeaux. « Tes parents aimeraient peut-être retrouver leur cher fils, mais que feraient-ils de nous ?»« Écoutez, si vous avez pu ainsi vous transformer en corbeau, il doit bien être possible de vous retransformer en garçon. Venez, retournons d'abord à la maison. Nous trouverons ensuite un moyen pour arranger les choses. » Les 7 corbeaux unirent alors leurs forces pour soulever leur petite sœur et ils s'envolèrent tous ensemble après avoir gentiment pris congé de leurs amis et leur avoir promis de revenir. Comme ils arrivaient en vue de leur maison, ils entendirent soudain une voix qui hurlait « Miracle! Ce sont mes 7 fils !» Un des corbeaux, le plus malin, profita de l'émotion générale pour voler la bague dans la poche du tablier de sa sœur. Mais, ô stupeur, il reprit immédiatement forme humaine. « Hurrah !» jubila la petite fille. « Nous avons trouvé le truc. Allez, vite, saisissez cette bague dans votre bec, chacun à votre tour. » En quelques instants, la fillette, toute heureuse, se retrouva entourée de ses 7 frères. Et à partir de ce jour, le bonheur revint dans la petite maison. Quant au père, il se garda bien désormais d'encore proférer le moindre juron. Le maître voleur. Un vieil homme et sa femme vivaient jadis dans une pauvre maisonnette à l'extrémité d'un village. Tout en travaillant dur, ils gagnaient à peine de quoi manger. Les 2 époux avaient un fils, mais celui-ci ne leur causait que des soucis. Paresseux comme pas un, il se refusait obstinément à lever fût-ce le petit doigt. La seule chose qu'il savait faire, c'était jouer de mauvais tours. Un jour, il disparut sans crier gare pour ne plus jamais revenir. Ses parents supposèrent qu'il lui était arrivé malheur et tentèrent de se consoler en se disant que peut-être leur fils était malgré tout au ciel. Et le temps passa. Quelques années plus tard, un superbe carrosse, tiré par 6 chevaux blancs, traversa le village à toute vitesse. C'était un dimanche, et les paysans, au sortir de l'église, virent filer sous leur nez un jeune et noble seigneur à l'air prétentieux. « Il doit s'agir d'un duc, ou même d'un roi, » se dirent-ils l'un à l'autre. Ce n'était en tout cas pas un seigneur ordinaire. De cela, ils étaient certains. Le seul seigneur qu'ils connaissaient et qui vivait au château sur la colline
n'aurait jamais pu se permettre un tel luxe. Cependant, le fier carrosse, après un dernier virage, finit par s'arrêter devant la maisonnette des vieillards. Les deux époux étaient assis sur un banc devant leur logis. Stupéfaits, ils se demandèrent d'où pouvait bien venir cet élégant jeune homme qui s'avançait vers eux. « J'ai une faveur à vous demander, » leur dit alors ce dernier d'un ton amical. « Je souhaiterais déguster un pot-au-feu, comme vous avez l'habitude d'en préparer. L'eau me vient encore à la bouche chaque fois que je repense à ce bon plat de mon enfance. Pourriez-vous m'en faire un ?» La vieille s'inquiéta, car elle n'avait pas assez de bœuf pour confectionner un vrai pot-au-feu. Mais elle promit au visiteur d'essayer. Elle alla chercher des pommes de terre, des oignons et des carottes, et se mit au travail sans tarder. Pendant ce temps, l'étranger visitait le jardin avec son mari. Celui-ci venait justement d'y planter quelques jeunes arbres, et il en profita pour vérifier si ces derniers étaient bien attachés à leur tuteur. « Pourquoi donc avez-vous lié ces pauvres arbres à un tuteur ?» demanda le jeune homme. « Pour qu'ils poussent bien droit, » lui répondit le paysan. « Pourtant, je vois là un arbre tout tordu, » reprit le jeune seigneur. « Pour quelle raison ne l'avez-vous pas attaché, celui-là ?»« Parce qu'il est beaucoup trop vieux, » poursuivit l'homme. « Si l'on veut obtenir de beaux arbres, il faut commencer tôt. Après, il est trop tard. »« Avez-vous des enfants ?» s'enquit alors l'inconnu. Le vieillard, à ces mots, poussa un profond soupir. « Hélas, non, fit-il. Ou plutôt, si, j'ai un fils. Mais je crains qu'il n'ait rien fait de bon dans la vie. Il a disparu un jour et, depuis, nous ne l'avons plus jamais revu. » Peut-être ne l'avez-vous pas assez attaché dans son enfance, comme ces jeunes arbres, suggéra l'étranger avec une note de reproche dans la voix et un drôle de sourire aux lèvres. Le vieillard ne répondit pas, mais le visiteur reprit. « Pensez-vous pouvoir reconnaître votre fils si d'aventure il revenait ?»« Je l'ignore, » avoua le vieil homme en marquant un moment d'hésitation, « car il aurait bien changé après toutes ces années. Mais il me suffirait pour l'identifier que je vois s'il possède une tache de naissance sur le bras droit. » Le jeune homme, aussitôt, ôta sa veste et montra au vieillard éperdu la tache en question. « Mais comment se peut-il que vous soyez mon fils ?» s'exclama le vieux. « Comment serait-il devenu le grand seigneur que voilà? Non, c'est vraiment impossible. »« Et pourtant, c'est bien moi, père, » insista le jeune homme d'une voix douce. « Mais je ne suis devenu ni duc ni roi. En réalité, je suis désormais le plus grand filou que la terre ait jamais porté. Je suis un véritable artiste en mon genre. Oui, sans me vanter, je suis un maître voleur. » Bouleversé, le vieux alla sur-le-champ raconter tout cela à sa femme. La vieille, se précipitant vers son enfant prodigue, l'enlaça, des larmes plein les yeux. Pour elle, cela ne faisait aucune différence que son garçon soit ou non devenu un voleur réputé. Elle était bien trop contente qu'il soit enfin revenu à la maison. « Mais que va dire ton parrain ?» insinua-t-elle avec un sourire malicieux. « Ton parrain qui vit dans son beau château, là-haut sur la colline. » Le vieux, en imaginant la scène, fronça les sourcils avec inquiétude. « Je ne suis pas sûr qu'il sera heureux de savoir ce que tu fais à présent, chenapan, » grogna-t-il. « Il risquerait plutôt, quand il l'apprendra, de t'envoyer danser au bout d'une corde. »« Sois tranquille, père, » le rassura le fils indigne. « Je serai prudent, et j'irai le voir aujourd'hui même. Mais goûtons d'abord ce bon pot-au-feu qui dégage un fumet si enchanteur. » Après avoir copieusement mangé, et même gratté la casserole, pour être certain de ne rien laisser, le jeune homme embrassa encore une fois sa vieille mère, touché de sa tendresse et surtout de sa foi en lui. Puis, il remonta dans son carrosse et il s'en alla, comme promis, rendre visite au comte, son parrain. Ce dernier se montra fort heureux de revoir son filleul. Et il ne fut même pas choqué lorsque le jeune voleur lui révéla sa véritable profession. « Écoute, petit, » lui déclara-t-il, « s'il est vrai que tu es passé maître en cet art délicat, c'est tant mieux pour toi.
Mais si jamais je découvre que tu es un voleur de bas étage, tu finiras à la potence, ce qui, pourtant, me chagrinerait fort. C'est pourquoi je voudrais te mettre à l'épreuve. Prouve-moi sans tarder que tu es un maître voleur. Dis-moi, acceptes-tu de relever ce défi? Explique-moi ce que tu projettes, cher parrain, répondit le jeune homme sur un ton quelque peu dédaigneux. Je brûle de te montrer de quoi je suis capable. Tu n'en croiras pas tes yeux. Parfait, commença le seigneur du château. Voici donc tes 3 épreuves. D'abord, tu devras dérober mon cheval favori. Mais tu penses bien que cette bête est farouchement gardée par mes fidèles palefreniers. Ils ont ordre d'abattre sans sommation quiconque tenterait d'entrer dans l'écurie sans mon autorisation. Pour la 2e épreuve, il te faudra subtiliser le drap sur lequel ma femme et moi-même dormons, ainsi que la bague de ma chère épouse. Mais fais bien attention, précisa-t-il. Je garde toujours 2 pistolets chargés à portée de la main, et je n'hésiterai pas à tirer sur celui qui s'introduirait dans ma chambre sans y avoir été invité. Enfin, voici la 3e épreuve. Après avoir enlevé le curé et le maître d'école, tu les mettras dans un sac que tu suspendras à la plus haute cheminée du château. Le jeune homme, sans un mot, salua son parrain avant de tourner les talons et de quitter les lieux d'un air hautain. Dès que son filleul fut parti, le comte prit toutes les mesures nécessaires pour protéger au mieux son précieux cheval de tout vol. Il chargea un des valets de rester sans cesse en selle sur l'animal, tandis qu'un autre tiendrait les rênes et qu'un 3e s'accrocherait à la queue avec interdiction absolue de bouger pendant toute la nuit. Puis, il posta des gardes, armés jusqu'aux dents, devant la porte de l'écurie. Nul ne pourrait y entrer. Mais la soirée était glaciale, et bientôt les palefreniers et les soldats se lassèrent de leur importante mission. « Si au moins nous avions de quoi nous chauffer !» se plaignit l'un d'eux en se frottant les mains. Comme par miracle, une petite vieille choisit ce moment précis pour pénétrer dans la cour du château, tirant derrière elle un gros tonneau. « Qui sait ?» pouffa l'un des gardes. « Peut-être nous apporte-t-elle un petit remontant ?» En riant, ils appelèrent l'inconnu, et leur souhait fut réalisé car le tonneau était plein d'alcool. Et la petite vieille semblait toute disposée à leur en offrir. Elle remplit un gobelet qui circula de main en main. Les hommes, aussitôt, se sentirent tout ragaillardis. Mais, on l'aura deviné, la vieille femme n'était autre que le maître voleur, soigneusement déguisé. Et il contemplait la scène en ricanant, car l'astucieux filou avait pris la précaution d'ajouter à l'alcool un puissant somnifère. Il ne lui fallut donc pas attendre bien longtemps avant que le premier soldat ne s'écroule comme une masse. Les autres suivirent rapidement, et le jeune homme arriva juste à temps pour saisir le pauvre palefrenier qui oscillait dangereusement sur le précieux cheval du comte. Une fois les hommes occupés à ronfler béatement, le maître voleur construisit, au moyen d'une poutre et de quelques planches, un beau cheval de bois sur lequel il installa un faux palefrenier. Il remplaça même les arçons par un vieux pot de fer et un seau tout cabossé. Puis, il dédia à son ouvrage un sourire plus que satisfait. Il faut dire que la vision ainsi offerte était particulièrement plaisante. Il prit ensuite le vrai cheval par la bride et le conduisit doucement en dehors de l'enceinte du château. Le lendemain, comme chaque matin, le comte jeta un coup d'œil distrait par la fenêtre de sa chambre. Dans le lointain, il vit arriver un fier cavalier monté sur un magnifique coursier. S'arrêtant sous la fenêtre du vieux seigneur, le jeune homme ôta révérencieusement son chapeau, puis il s'écria « Ce cheval est en effet superbe, cher parrain. J'en suis vraiment enchanté. Il vaut sûrement son pesant d'or. » Le seigneur du château, en regardant mieux, comprit alors que son filleul avait déjà réussi sa première épreuve.
Entrant dans une rage terrible, il se précipita vers les écuries afin de corriger ces négligents domestiques comme il le méritait. Mais lorsqu'il eut entendu de loin de sonores ronflements, puis qu'il trouva les gardes et les palefreniers dans la position ridicule où son filleul les avait laissés, il ne put s'empêcher d'éclater de rire. En son fort intérieur, il leur pardonna de s'être laissé berner par un tel artiste. Il les abandonna sans mot dire à leur paisible sommeil et renonça à les châtier. La nuit suivante, comme toutes les autres nuits, le comte était couché à côté de la comtesse. Mais il ne parvenait pas à fermer l'œil. Nerveux, il se demandait comment son filleul allait bien pouvoir s'y prendre pour réussir la deuxième épreuve. Il était fin prêt à le recevoir. Très vite, il entendit qu'on posait une échelle contre le mur et, quelques minutes plus tard, il distingua vaguement une tête d'homme dans l'encadrement de la fenêtre. Prenant son pistolet, il visa et tira sans hésiter. Il devait avoir atteint sa cible, car la tête disparut immédiatement. Puis, après quelques secondes, il entendit un bruit sourd, comme celui que fait un corps qui tombe. « Voilà !» pensa-t-il. « Bon débarras, j'ai gagné !» Par acquis de conscience, il se leva pour s'assurer de son exploit. Il poussa même la précaution jusqu'à enjamber l'appui de fenêtre pour descendre par l'échelle et, dans l'obscurité, traîna le corps de sa victime dans le jardin où il l'enterra sans remords. Un moment plus tard, il réintégra la chambre conjugale. Tout y était tranquille. Soulagé, il raconta à sa femme tout ce qu'il avait fait. « J'ai tué ce pauvre bougre. Il avait bien mérité. Mais, après tout, c'était mon unique filleul. J'estime qu'il a droit à un enterrement convenable. Passe-moi le drap de notre lit. Je vais l'envelopper dedans. Et, puisqu'il est mort en voulant dérober ta bague, nous pourrions la lui laisser. Je la lui passerai au doigt. » La comtesse retira donc le drap du lit, ôta sa bague et tendit le tout à son époux. Du moins, elle croyait qu'il s'agissait de son époux. Mais c'était le maître voleur qui avait imité la voix de son parrain et abusé de sa crédulité. Cependant, après avoir terminé son travail de fossoyeur, le vrai comte revint dans la chambre. Il y trouva le lit refait et sa femme profondément endormie. Il ne s'inquiéta donc pas. Le lendemain, tôt levé, il aperçut de sa chambre un marchand ambulant qui se dirigeait vers le château. Arrivé sous sa fenêtre, celui-ci agita triomphalement un drap de lin et une somptueuse bague ornée de diamants. Le comte pâlit en reconnaissant son filleul. Ce dernier lui expliqua alors qu'en fait, le corps enseveli dans la fosse n'était que le cadavre d'un malfaiteur qu'il avait trouvé pendu à une potence. Admirant malgré lui la roublardise du vaurien, le seigneur se dit cependant qu'il aurait beaucoup de peine à passer la troisième épreuve. Cette fois, la réussite était hautement improbable. Or, cette nuit-là, l'instituteur, qui vivait à côté du cimetière, observa un phénomène étrange. Des petites lumières mouvantes se promenaient parmi les tombes. Assez peu rassuré, il se précipita chez les curés. « Mon Dieu !» s'exclama le très saint homme. « Ce sont les âmes de nos morts qui ne parviennent pas à trouver le repos. » Soudain, les deux compères entendirent résonner une voix d'outre-tombe. « Le moment du jugement va bientôt sonner. Voyez les âmes des trépassés qui cherchent leur corps pour le matin de la résurrection. Venez, venez, entrez dans ce sac. La fin du monde est proche. » Cette fois-ci encore, il s'agissait bien évidemment du maître voleur. Quant aux petites flammes du cimetière, le brigand s'était amusé à coller des bougies sur le dos de pauvres écrevisses. « Ce ne serait pas mal d'arriver tous deux au ciel avant le grand jugement. Dites, qu'en pensez-vous » suggéra l'instituteur. « Assurément » acquiesça le curé. Et tous deux se glissèrent vivement dans le sac, non sans avoir rassemblé leurs économies.
le maître voleur n'eut plus qu'à les traîner à travers le village jusqu'aux douves du château. Une fois là, il annonça, sans craindre de tout mélanger, « Maintenant, nous allons traverser le Styx. » Puis, au pied de l'échelle, il cria « Il ne nous reste plus qu'à monter ces marches jusqu'au ciel. Le moment est venu de donner chacun votre obole. » Tremblant de peur tout autant que de regret, les deux malheureux abandonnèrent leurs économies. Il ne resta plus au maître voleur qu'à suspendre le sac comme prévu à la plus haute cheminée du château. Il y alluma ensuite un petit feu en hurlant d'une voix caverneuse « Vous voici maintenant en enfer, et vous allez y rôtir !» Les deux hommes, en entendant cela, poussèrent de tels cris qu'ils ameutèrent tout le château et réveillèrent le comte. « C'est bon, tu as gagné !» admit à contre-cœur ce dernier. « Tu es vraiment le plus grand bandit que je connaisse. Tu as donc sauvé ta peau pour cette fois, mais veille à ne pas rôder sur mes terres, car la potence t'attend toujours. » Mais le maître voleur éclata d'un rire insolent. « Mon cher parrain, est-il prêt à payer une rançon pour son étalon, la bague de madame la comtesse et son beau drap fin? Dans le cas contraire, je me verrais obligé d'emporter tout cela avec moi. Ne l'ai-je pas mérité ?» Le vieux seigneur alors piqua une colère dont on parle encore aujourd'hui dans toutes les chaumières du pays. « Tu devrais plutôt me remercier de te laisser la vie sauve !» vociféra-t-il. « Allez, rends-moi immédiatement tout ce que tu m'as volé !» Mais le vainqueur tourna les talons. Il alla chercher ses parents, passa l'anneau au doigt de sa mère et attela le cheval du comte à son magnifique carrosse. Avant de quitter le pays pour toujours, il fit néanmoins parvenir une lettre à son infortuné parrain. « Veuillez, je vous prie, rendre au curé et au maître d'école leurs très précieuses économies. Si vous n'obéissez pas à mon ordre, je serai désolé de devoir venir vous enlever votre épouse. » Et le comte, sachant désormais que son filleul ne reculerait devant rien, fut contraint de s'exécuter. Mais, en grommelant, il jura « J'espère ne plus jamais revoir ce brigand de ma vie. » En fait, le seigneur du château ne risquait plus d'encore se trouver un jour en face du maître voleur, car celui-ci était parti pour un pays très lointain où il vécut très honnêtement.